Bienvenue à toutes et à tous à la bibliothèque Pierre Veytet pour cette rencontre dans le cadre de la Fabrique du Citoyen. Jean-Claude Kaufmann, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et que vous étiez honoré, on le reste à vie, et vous êtes connu en particulier pour vos nombreux ouvrages consacrés notamment au couple, dont vous êtes l'un des spécialistes reconnus. Ce couple, vous l'appréhendez un peu comme une micro-société. Vous l'étudiez au plus près depuis maintenant plusieurs décennies, en explorant toute la palette d'interactions qu'il peut générer, qui vont évidemment des plus heureuses jusqu'au plus compliqué, au plus problématique. Et ce qui est passionnant dans votre travail, c'est que vous avez cette faculté d'alterner les points de vue, c'est-à-dire de zoomer au plus près sur ce qui est le quotidien du couple, mais aussi de prendre de la hauteur pour pouvoir envisager, décrire les grands enjeux, les contextes sociaux et les grands enjeux liés au couple. Votre dernier livre qu'on voit ici, donc L'homme reconstruit, est plutôt une contribution à cette analyse d'ensemble, au débat actuel sur les rapports hommes-femmes. Alors on sait que la notion de couple est aujourd'hui questionnée, qu'elle fait l'objet d'une déconstruction. Pour commencer, il faut peut-être rappeler, comme vous le faites dans votre livre, que en fait ça s'inscrit dans un contexte global qui vient questionner et ébranler les grands cadres sociaux traditionnels. Merci. Oui, il faut replacer dans le contexte, notamment dans le contexte des évolutions historiques, c'est tout à fait nécessaire. Et c'est effectivement ma démarche. Je pars d'enquête toujours très concrète. En 1992, je l'ai affiché tout à l'heure, il y avait la trame conjugale, c'était l'analyse du couple par son linge. Donc je suis la piste du linge pour voir le fonctionnement conjugal. Et dans ce livre, il y avait une petite phrase que j'avais écrite. On pourrait aller encore plus loin dans le détail les plus fins et faire un livre entier sur les chaussettes. Et j'ai fini par le faire, ce livre. Ça s'appelle Petite philosophie de la chaussette. Mais ce n'est pas pour rester dans les chaussettes et les détails de la vie quotidienne. C'est pour dans le concret, dans le réel. Et à partir de là, comprendre les évolutions globales de la société. Et là, il faut s'interroger parce que, pour le meilleur et pour le pire, peut-être, on ne sait pas exactement actuellement, on vit actuellement une période historique intense. Là, on commence à en prendre conscience. Quand je disais ça, il y a une dizaine d'années, on me regardait un peu avec des yeux ronds. On vit une époque de rupture. Les historiens détestent quand les sociologues parlent de rupture parce qu'ils disent que les mouvements de l'histoire sont extrêmement lents, la mémoire est profonde et lente. Et c'est vrai, la mémoire de l'histoire est profonde et lente, mais en même temps, il y a des moments de rupture, il faut savoir les voir, il faut savoir les dire, et nous sommes en train d'en vivre, c'est pas depuis 3 semaines, Le moment de rupture, il y a vraiment un certain nombre de spécialistes qui le datent, c'est l'après-guerre, c'est les années 50, le début des années 60. C'est vraiment un moment de basculement. On passe, en 2 mots, j'arrive au couple tout de suite après, mais c'est important de dire ça. On passe d'une société qui était cadrée, qui avait des cadres sociaux, des cadres moraux, qui tenaient les individus, qui les portaient et qui les définissaient. Par exemple, à cette époque, il y avait des identités, bien sûr, mais on ne parlait pas d'identité, parce que l'identité était donnée par la place sociale qui était occupée. On va commencer d'un seul coup à parler d'identité au début des années 60, travaux d'Erickson, etc. Mais c'est d'un seul coup, et puis le mot va devenir envahissant, parce qu'on rentre dans la période des identités. Pourquoi ? Qu'est-ce qui émerge à ce moment-là ? C'est le passage de cette société qui est cadrée, qui définit les individus, à un individu qui, au contraire, se positionne au centre de sa vie. Plus qu'un individu, un sujet. Dans sujet, il y a subjectivité. Le sujet plus fort que les cadres sociaux, que les cadres moraux, que le cadre biologique. Le sujet qui se veut peser plus lourd que le poids du corps. Pouvoir décider. C'est ce que dans certains de mes livres, j'appelle un élargissement de la démocratie. Alors des fois, on ne comprend pas ce que j'explique. La démocratie n'est pas qu'un système politique. Ça, on le connaît très bien, le multipartisme, les élections libres, etc. Mais au-delà, il y a un processus historique d'individus au centre de sa vie qui décide, qui choisit, qui mène sa vie. Tous les individus, y compris les enfants, aujourd'hui. L'enfant est une personne
qu'on doit, et ça développe une pédagogie extraordinaire, mais qui devient un petit peu compliquée, notamment pour les parents, parce que le métier de parent est devenu impossible, parce que si c'est l'enfant qui décide, on ne peut plus transmettre, je dirais, un cadre parental. Bon, je suis trop bavard, j'en arrive au couple. Du coup, cette mutation anthropologique considérable change tout, bouleverse notre société du point de vue de la géopolitique, etc. C'est pas le thème de ce soir, mais bouleverse la vie privée, et notamment le couple. Parce que comment ça fonctionnait autrefois le couple? Autrefois, c'était dans les années 50, c'est pas si vieux que ça. On entrait en couple par le mariage. Il y avait des fiançailles avant qui étaient préparées par les familles. Et au jour du mariage, les individus rentraient dans cette structure, dans une vie commune et dans des rôles domestiques. Ils rentraient, les rôles domestiques d'hommes et de femmes étaient relativement dessinés. Et puis, la vie suivait son cours. Que ce soit pas trop mal ou que ce soit un petit peu moins bien, eh bien l'art était de faire avec. Et puis, on continuait le chemin jusqu'à la fin de la vie. Aujourd'hui, on est d'abord soi. Est-ce que le soi existe? Ça, c'est un autre sujet, ça sera pour une autre soirée. Mais on a toujours l'illusion d'être soi. De toute manière, on est soi. Et puis, on va se dire, c'est bien, je maîtrise ma vie, j'ai mes projets professionnels, mes loisirs, etc. Mais je veux aussi une vie amoureuse, une vie de couple, peut-être une vie de famille, des enfants. Mais comment je vais combiner ça? Ça, c'est le problème de l'époque. Et l'idée comme ça, c'est qu'on pourrait rester soi et puis rajouter l'autre, mais sans qu'il dérange d'une certaine manière. C'est-à-dire en restant totalement soi. Et des fois, on voit ce désir caché sur certaines applications, sur certains sites de rencontres, par exemple des listes de loisirs, parce qu'on va chercher la personne qui est son double d'une certaine manière. Or ça, c'est totalement impossible. Un couple ne peut pas fonctionner comme ça. Parce que le couple, c'est du mouvement identitaire. Il ne peut y avoir couple que si l'on change, si l'on accepte de lâcher les amarres de l'ancienne identité et d'être reformulé par l'autre. On va devenir donc quelqu'un d'autre, mais qu'on ignore. Selon la personne que l'on va rencontrer, on ne va pas être le même dans le futur. On va être reformulé par l'autre, et X ou Y ne va pas vous reformuler de la même manière. Donc c'est une aventure extraordinaire, mais qui fait peur, parce que justement toute la société nous apprend à maîtriser notre vie, nos choix, et ce choix-là, qui n'est pas vraiment un choix, c'est le seul qui ne peut pas être maîtrisé totalement. Si on reprend effectivement cette contradiction en fait, entre l'émergence d'un individu hyper auto-centré qui fuit tous les cadres contraignants, on voit mal comment ça peut se concilier avec le couple, qui est quand même le territoire du compromis et de l'engagement. Donc on a un peu de mal à voir comment cet individu moderne va pouvoir faire couple. Et il y a d'ailleurs une remise en cause du couple. Hein, on entend ça, il y a pas mal de mouvements. Et on se dit qu'il va avoir du mal à résister. Paradoxalement, on voit apparaître des nouvelles tendances, peut-être des modèles amoureux alternatifs, plus diversifiés, avec un engagement moindre. On en entend beaucoup parler, mais manifestement, ça reste marginal. C'est bien ce que vous observez. On a une structure du couple qui reste finalement assez massivement traditionnelle. Traditionnel, je ne sais pas si j'emploierais ce mot-là. Le couple résiste d'une manière complètement étonnante. Quand on voit la force de ce processus qu'on appelle des fois individualisme, mais c'est plutôt, faudrait parler d'autonomisation individuelle, de cette sorte d'utopie du sujet, maître de son existence. Quand on constate la puissance de ce mouvement, on se dit que le couple devrait être encore beaucoup plus fragile qu'il ne l'est actuellement. Alors il est multiple, il a des formes extrêmement diverses, et parfois il y a dans ces formes diverses du couple en pointillé. Par exemple, les statisticiens s'arrachent les cheveux. Alors moi je ne suis pas statisticien, heureusement je n'ai rien à m'arracher, mais parce que qu'est-ce qu'un couple aujourd'hui? Ils ne savent plus comment le définir. Donc, dernière décision de l'Institut national des études démographiques, ils font leurs statistiques à partir des déclaratifs des personnes. Est-ce que vous êtes en couple ou pas? Voilà. Parce que, et parfois, certains vont répondre oui, je suis en couple.
Et ce couple, eh bien, c'est un couple non cohabitant, comme on dit, et parfois non cohabitant. Parfois, ils se rendent compte que pour les vacances. Parce que le grand problème à résoudre, c'est comment rester soi. Alors, le soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas le vieux soi, qui est un soi qui est quand même parti en mouvement, qui est transformé par l'autre, mais malgré tout, qui a ce soi transformé, qui a ses moments de respiration personnelle, ses choix, ses loisirs préférés, ses temps à soi, ses espaces à soi, ses respirations. Comment rester soi, ne pas se sentir étouffé et être avec l'autre en même temps. Il y a sans cesse une adaptation. Le mot négociation n'est pas le bon parce qu'on n'en parle pas ouvertement. On cherche intuitivement à s'adapter entre ces différents moments. J'ai fait, c'est toujours mes enquêtes très concrètes, j'ai fait une enquête sur le lit du sommeil. J'ai fait une autre enquête sur le lit plus amoureux et sexuel, mais là, c'était uniquement sur dormir ensemble. Et c'était très intéressant parce qu'on voyait que il y avait des séquences. Il y avait d'abord la séquence perso, c'est-à-dire l'heure n'était pas coordonnée très souvent pour aller se coucher, chacun ayant son loisir plutôt personnel, un temps de loisir personnel, certains regardant sa tablette dans le lit, l'autre un autre écran dans le salon. Et puis, deuxième temps, le petit échange, le moment conjugal, le petit bisou du soir, et des fois un petit moment d'espace de conversation intime très différencié, avec des attentes très différentes du côté homme et du côté femme. Pas tous les hommes et toutes les femmes, bien sûr, il ne faut pas essentialiser et généraliser, mais c'était quand même très très net. Pour certaines femmes, ce moment intime conjugal donnant l'envie de communiquer davantage. Pas sur des grandes choses, parler de choses et d'autres, comme ça. Et le partenaire à côté, ayant très peur que ça engage une grande conversation au moment où on doit s'endormir, fait celui qui était fatigué et tout ça, et se tourne de son côté. Alors des fois, je vois dans les magazines, je travaille beaucoup avec des magazines féminins, mais je vois souvent des articles avec des photos sur les positions dans le sommeil qui disent ceci ou cela. N'ayez pas peur, la position la plus fréquente, très généralisée, c'est de se tourner le dos. Parce qu'on n'a pas le visage de l'autre, parce qu'on a besoin justement d'un moment d'espace à soi, de ne pas trop avoir la respiration, etc. Ce n'est pas une indication négative. Donc j'ai été trop long, mais c'est simplement sur ce petit exemple de montrer séquence perso, moment conjugal, et puis moment de respiration plus forte. Donc cette montée de l'individu, du sujet, on se dit, mais le couple devrait être beaucoup plus fragile que ça. Alors, il y a une fragilité conjugale, il y a énormément de séparations qui augmentent. Il y a ces couples qui n'ont que des moments conjugaux et puis des moments perso. Mais le couple résiste et on peut essayer de creuser un petit peu pourquoi éventuellement. C'est ça, on a cette aspiration à être en couple, y compris chez les plus jeunes, ce dont on pouvait douter. Il y a une étude qui vient de sortir, ce qui s'appelle, je crois, la sexualité qui vient, sur un panel assez large, de 18-29 ans, où on voit vraiment que cette aspiration reste forte, peut-être un peu moins dans le début de la vingtaine, où on expérimente, où on cherche des formes un peu nouvelles, mais au soir de la vingtaine, on voit qu'on revient vers un schéma, une aspiration à être en couple, en fait. Et ça reste un modèle. On parle bien du couple et pas seulement de l'histoire d'amour, puisque la rencontre, l'histoire d'amour, le sentiment, la sexualité, alors ça, bien sûr, surtout dans la jeunesse, ça fait bien sûr très fortement envie, ça attire. Mais là, on parle bien du couple, de l'installation, du partage de la vie quotidienne. Ça, c'est la grande difficulté. C'est le partage. D'ailleurs, la plupart des couples non cohabitants, c'est pas une grande décision d'emblée, c'est parce qu'ils ont essayé de partager la vie quotidienne et ça ne marchait pas, quoi. Donc là, c'est bien ce couple-là, ancré dans le partage ordinaire, qui est malgré tout recherché, et on peut se demander pourquoi. Voilà, j'allais vous poser la question. Alors, c'est ce que vous appelez, je crois, ce petit monde à soi, en fait, qu'on a envie de se créer. Oui, alors, il y a des étages dans ce petit monde, ce que j'appelle le petit monde d'amour. Il n'y a pas toujours un amour extraordinaire. C'est d'abord un petit monde de sécurité et de réassurance mutuelle.
si on essaie de définir un peu le conjoint idéal aujourd'hui, le conjoint idéal d'aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 50 ans. Et aujourd'hui, le premier critère qui est mis en avant, c'est celui-là, c'est que le partenaire soit une sorte de thérapeute à domicile, une personne qui nous fait du bien, qui nous remonte le moral. C'est pas toujours le cas dans les. Alors, il faut comprendre pourquoi il y a ce besoin et dire un mot du fonctionnement de la société en général. Je prends 2 minutes pour comprendre cette aspiration au couple qui surprend un petit peu, cette structure du couple enracinée dans la vie quotidienne. On est dans une société qui est destructrice pour l'individu, pour toute une série de raisons. J'en citerai une ou deux. Une des premières, par exemple, c'est le poids central de l'économie dans notre société. Il y a un livre merveilleux d'Albert Hirschman qui s'appelle « Les passions et les intérêts » qui explique comment les philosophes ont placé l'économie au centre de la société. C'est très étonnant de voir ça, comment l'économie s'est emparée de la société à partir d'une représentation du modèle que l'économie se fait de l'individu. Pour les économistes, l'individu, c'est quelque chose de relativement simple. C'est ce qu'ils appellent un individu rationnel. En fait, c'est pas rationnel, c'est calculateur. Il prend ses décisions selon ses intérêts. C'est tellement réducteur et simplificateur que ça peut être entré dans des équations, des algorithmes, etc. Et ça peut fonctionner tout seul. Et donc, on peut établir des régulations sociales à partir de... Le petit problème, c'est que l'individu calculateur, c'est un individu égoïste et cynique. Est-ce qu'on peut construire une société sur ce modèle-là? Donc, j'ai écrit tout un livre qui s'appelle « L'étrange histoire de l'amour heureux » sur l'histoire de ces philosophes et de ce combat entre le modèle économique et l'amour, d'une certaine manière. Et l'amour a perdu dans le monde public, parce que c'est pas un instrument de gouvernement très commode, ça c'est certain, tout à fait certain. Et c'est ce modèle de l'homo economicus qui a gagné. Donc l'amour, c'est replié sur les mondes privés. Mais il y a un autre élément qui est extrêmement important, c'est qu'on est passé de cette société cadrée dont j'ai parlé, qui était également une société hiérarchique, à une société fonctionnant beaucoup plus horizontale. Autrefois, on était noté par ces hiérarchies, on est toujours noté un peu par des hiérarchies aujourd'hui, mais de plus en plus c'est concurrencé par une notation horizontale. Chacun note chacun. Et sur Internet, ça y va à fond, on note aussi les institutions, les restaurants, tout ce qu'on veut, mais les personnes aussi. On n'arrête pas d'évaluer ses pairs, notamment les plus proches, parce que ce sont les autrui qui comptent, comme disent un certain nombre de sociologues, ce sont les plus proches de nous. Donc il faut tout réussir par rapport à eux aujourd'hui, c'est assez terrible. Il faut réussir ses vacances, par exemple. Pour réussir sa météo même, alors, on n'y peut rien la météo quoi. Mais pour avoir un beau récit en septembre en rentrant au travail pour écraser les collègues d'une certaine manière. Chacun note chacun pour se donner des bons points en rabaissant un petit peu les autres d'une certaine manière. J'avais fait une autre enquête sur les repas, et notamment il y avait un chapitre sur les repas entre amis, et c'était assez terrible. Il y avait un premier temps qui était extraordinaire, parce que l'amitié, comme l'amour, ça se crée par des moments intenses de partage. Et l'amitié, dans ces moments intenses de partage, il y a notamment des repas partagés. Et là, on essaie d'aller plus loin dans la conversation, d'aller très loin pour construire ce lien chaleureux et intime. Donc il y a des thèmes de conversation qui sont un petit peu bannis, qui sont interdits. C'est par exemple la météo. Parler de la météo, c'est bon pour une discussion entre voisins, mais là, entre amis, il faut aller plus loin. Ou le jeu, se mettre en avant entre amis. Au contraire, il faut arriver à progresser. On le sent quand on progresse dans l'échange vraiment intime, chaleureux, généreux vis-à-vis des autres. Donc c'est une expérience extraordinaire, positive. Et à peine ce repas fini, on se retrouve dans la voiture pour rentrer chez soi, et là, ça dégaine. Mais t'as pas vu, en plus, elle nous a ressorti son vieux rôti encore trop cuit, etc. Et puis ceci, et puis cela. Et on les adore, hein, pourtant, les amis. Mais il faut que ça sorte d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Un déficit structurel d'estime de soi.
Parce que chacun note chacun, mais avec ses propres critères. Donc, on va sous-noter les autres. X, il nous écrase avec son fric, il croit qu'il a tout réussi, mais avec son hôtel 5 étoiles aux Maldives, mais c'est complètement nul. En plus, l'empreinte carbone de son truc, nous, avec nos randos en Auvergne, on lui met une mauvaise note complète à X. Donc, déficit structurel d'estime de soi. Autre élément, je pourrais en multiplier d'autres. Tout le fonctionnement de la société est éprouvant, destructeur pour l'individu, notamment pour l'estime de soi, qui est essentielle à la construction de la personnalité, alors que l'individu aujourd'hui est contraint de construire sa propre identité et sa propre personnalité. Donc, du coup, il a besoin d'endroits où il va se ressourcer, se récupérer, pouvoir souffler et être soutenu. C'est le premier niveau un petit peu défensif du couple, la simple attitude compréhensive. Et dans cette même enquête sur les repas, au repas du soir, il y avait un thème très fréquent, c'était le récit de journée et tous les ennuis qu'il y avait eu au travail avec tel collègue, tel chef de service, etc. Et le conjoint qui était dans un rôle compatissant et de soutien. Il ne fallait pas que ce soit trop lourd et répétitif, mais quand même le conjoint soutenait. Alors ça c'est la base, mais on peut monter plus haut. Et je parle d'un néo-romantisme. Le romantisme, ça a été quelque chose d'assez bien défini, alors surtout en littérature, mais pas seulement au XIXe siècle. Mais c'était quelque chose de très fort, de violent. On était pour vivre ces émotions, on était prêt à souffrir, on était prêt à mourir. Donc ça, aujourd'hui, c'est fini. On n'a pas du tout envie de ce romantisme noir, même si les vibrations étaient intenses, du 19e siècle. On veut du plaisir, on veut du bien-être, on veut du bonheur, des couleurs qui ne sont pas du tout le noir. Mais l'idée d'élan, de rupture avec l'ordinaire, de créer un monde, même si c'est un petit monde. Et dans le couple qui fonctionne à peu près, on y arrive. C'est un exploit extraordinaire. On crée un monde, même sur l'esthétique, les couleurs, la décoration, tout ce qu'on veut. On va créer un monde qui est notre monde. C'est un exploit quand même extraordinaire. Et on parlait de l'individualisme, de l'individu autocentré. Là, il se dépasse pour la création de cet exploit. Donc c'est un petit romantisme édulcoré, d'accord, si on veut. C'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout quand on arrive. Alors là, on a décrit tout ce qui se passe bien, même le rêve absolu quand on y arrive. C'est pas toujours le cas. Et des fois, ça se passe mal aussi, quoi. Ça, c'est ce que vous développez. Je trouve c'est vraiment un critère très très pertinent en fait d'évaluation du couple. Hein, c'est cette valorisation mutuelle comme ciment du couple. Et on peut en négatif voir la bascule lorsque justement le couple cesse d'être un espace de valorisation mutuelle, mais plutôt un espace commence à être un espace soit d'indifférence ou pire de dénigrement et de fragilisation en fait. Oui, vous employez le mot bascule. C'est étonnant. Alors des fois, c'est un peu plan-plan, un peu entre les deux, pas trop d'efforts de soutien mutuel, des petites phrases de dénigrement, de dévalorisation. Mais c'est pas si fréquent, c'est entre deux. On va très vite basculer dans l'inverse. C'est assez étonnant. On parle parfois de pervers narcissique, ça existe bien sûr, mais le pervers narcissique est construit par la relation conjugale. Il avait des fois des dispositions très fortes pour le devenir, mais il est quand même construit et on voit opérer ce basculement, et même quand il n'y a pas basculement, quand dès le début ça fonctionne mal, on voit le fonctionnement inverse, c'est-à-dire que la personne va construire sa propre estime de soi, non pas en soutenant l'autre, mais en démolissant l'autre. C'est en démolissant l'autre, notamment en le dévalorisant, en le dénigrant, qu'il va se construire en positif. Donc le schéma s'inverse. Et là, ça peut être du dénigrement un petit peu tranquille, toujours désagréable, mais dont les effets peuvent être désastreux, à tous les extrêmes que l'on peut imaginer, le pervers narcissique, bien sûr, la violence psychologique, la violence physique. Et là, on rentre dans un cycle
effectivement souvent déséquilibré homme-femme. Hein, c'est souvent l'homme qui est du mauvais côté et la femme qui est dans la situation de victime. Et j'ai fait tout un livre sur ces victimes qui s'appelle « Piéger eux dans son couple », où je constate la très grande difficulté d'un certain nombre de ces femmes victimes pour sortir de cette situation. Des fois parce qu'il y a des problèmes tout simplement économiques, quoi, hein, c'est-à-dire elle a un plus faible salaire, des fois la charge au quotidien des enfants, la difficulté à imaginer comment elle pourrait reconstruire sa vie en dehors. Mais très souvent, c'est tout simplement l'amour qui cognitivement devient un frein, quoi, qui est un frein dans la tête, le rêve que ça puisse continuer malgré tout, que ça va aller mieux demain. On reporte à demain la décision. Deux fois, on me dit oh ben là, les enfants ont 2-3 ans, j'attends qu'ils aient 5 ou 6 ans. Hein, puis ils ont 5 ou 6 ans. Non, j'attends qu'ils aient 10 ans pour décider. C'est toujours plus tard, parce que le premier réflexe, c'est le réflexe amoureux. À la base du réflexe amoureux, du soutien mutuel, il y a pardonner à l'autre, aller dans son sens en attendant qu'il fasse un geste vis-à-vis de soi et que la dynamique positive s'enclenche à deux. Sauf que là, c'est manifeste que ça s'enclenche pas, mais c'est trop douloureux d'accepter ça. Donc il y a cet aveuglement presque volontaire qui crée des fois des situations de souffrance impossibles, surtout qu'en plus il y a même des violences physiques. Et souvent l'homme violent sait très bien, après une crise qu'il a des fois plus ou moins mal maîtrisée, il sait qu'il a été violent au-delà de la limite, il va essayer de se faire pardonner, des fois en ayant même des phrases amoureuses, etc. Alors là, ça piège complètement la personne. Alors là, après avoir fait l'image du paradis conjugal absolu, là, on rentre dans un monde de souffrance et d'horreur qui existe, hein, qui n'est pas quelque chose de rare, surtout qu'on est là dans l'intimité, hein, il n'y a pas le regard public, et donc il peut se passer des choses complètement atroces dans le couple. Et puis, il y a quand même des situations intermédiaires où c'est pas extraordinaire. Il y a toujours, dans tous les couples, de la déception et de l'insatisfaction. Parce qu'on a perdu quand même la liberté de sa jeunesse, de toutes ses possibilités. Et effectivement, on a construit, on a conjugalisé un petit peu les identités. Donc, de toute façon, il y a toujours un petit manque qui est refoulé, qui est dépassé. Mais des fois, c'est un petit peu plus fort, c'est un petit peu plan-plan. Il y a un petit peu de souffrance, un peu d'ennui, un peu de déception. Et dans beaucoup de situations comme celle-là, je constate que malgré tout, les personnes hésitent énormément avant de briser cette équipe. C'est une phrase que j'ai entendue très très souvent. On forme une bonne équipe. On va dire là, on est très loin du registre amoureux et sentimental, quoi, quand même. On forme une bonne équipe. Mais ça, c'est quand même... On a réussi à former une bonne équipe. Il y a des dimensions où ça va pas. Par exemple, la dimension sexuelle. La sexualité dans le couple, c'est très problématique aujourd'hui. Il y a beaucoup de difficultés dans la sexualité conjugale. On en parle peu, mais c'est vraiment extrêmement fréquent. Il y a souvent beaucoup d'insatisfaction, pas pour les mêmes raisons chez les deux partenaires, mais il y a souvent beaucoup d'insatisfaction. Mais on la refoule parce que on a quand même réussi à construire quelque chose et on a trop peur de casser ça. Et là, ça répond un petit peu à votre question du tout début. On voit pourquoi on cherche cette petite structure, cette base de réconfort, de confort aussi d'ailleurs, mais de confort psychique aussi et de réconfort. Alors c'est bien ça, donc on voit que le désir de faire couple reste fort. La vraie question, ça va être les modalités en fait de cette vie de couple, et notamment pour garantir enfin une réelle égalité entre les deux parties du couple. On en est encore très très loin bien sûr. Donc la grande question, c'est de savoir comment on va pouvoir mettre en place ces modalités d'équilibre au sein du couple et d'égalité. Et vous montrez que la réponse dépend beaucoup de la vision qu'on peut avoir
du positionnement des hommes, la manière dont on les considère, en fait, surtout dans les débats les plus récents, de voir, en fait, si on considère qu'il peut être un allié, un partenaire dans cette lutte vers l'égalité, ou bien si, au contraire, un peu ataviquement, de manière un peu définitive, il restera une forme d'obstacle, voire même un adversaire à combattre, en fait, pour affirmer des droits. Et vous vous inquiétez, notamment dans votre dernier livre, de la possibilité d'une guerre des sexes avec des troupes de choc qui sont prêtes à en découdre. Peut-être qu'on peut les passer en revue pour commencer, ces troupes de choc. Oui, alors là, avant de passer en revue les troupes de choc, revenir peut-être sur la première partie de ce que vous avez expliqué, parce que effectivement, on est encore loin de l'égalité. On est encore loin de l'égalité. Quand j'ai écrit ce livre, La trame conjugale, en 92, j'expliquais ça. J'avais fait une petite tournée de conférences. Et on me disait, je me rappelle, bon, c'est marrant, votre livre, l'analyse du couple par son linge, c'est intéressant et tout ça, mais vous vous trompez un petit peu dans votre diagnostic, parce que chez les jeunes aujourd'hui, ça change. Et je disais, non, ça change chez les jeunes parce qu'ils sont jeunes. Au début du couple, ça commence très très bien. Et puis après, petit geste après petit geste, il y a l'inégalité qui se remet en place par tout un mécanisme extrêmement subtil et extrêmement précis. C'était au cœur du livre La trame conjugale. C'est donc pas, on distingue l'effet d'âge en sociologie et l'effet de génération. C'est pas un changement de génération, c'est un effet d'âge. C'est parce que c'est les débuts du couple. Il y a un petit effet de génération. Les nouvelles générations sont un petit peu mieux, les hommes des nouvelles générations, c'est un peu mieux, mais c'est lent. Je disais, pour arriver à l'égalité, il faudra je ne sais combien de dizaines, ou plutôt de centaines d'années au rythme actuel, quoi. Alors, on disait, non, vous exagérez complètement. Non, j'exagère pas, quoi. Hein. Il y a 2 points de blocage les plus importants, c'est la sexualité. Alors, on en voit plein des exemples, MeToo, etc. On voit comment il y a encore du chemin à parcourir. Et c'est les tâches ménagères. Et c'est pas un petit sujet du tout, les tâches ménagères. S'il y a un plafond de verre pour les femmes, hein, parce que le début de carrière pour les femmes, aujourd'hui, elles réussissent mieux dans les études que les garçons. Le début de carrière est très bien. C'est après que ça plafonne, avec l'arrivée des enfants, notamment parce qu'elles ont l'essentiel des charges ménagères. Mais c'est un autre sujet, hein, parce qu'il faut aller dans le détail des mécanismes. C'est pas une mauvaise volonté. Des fois, c'est la mauvaise volonté des hommes. Hein. Mais c'est souvent un mécanisme. Bon, je vais donner un petit exemple, parce que, par exemple, l'homme va passer le balai. Mais il passe le balai, là, comme ça. C'est un système très arrondi, hein, du côté masculin. Il va oublier les coins pour passer sous les meubles. Et donc, la jeune femme qui voit ça peut lui arracher le balai des mains en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas bien fait, quoi. Hein, » parce que on a un schéma intérieur, c'est un fonctionnement cognitif de la bonne place des choses. Il n'y a pas une définition objective de ce qui est bien, de ce qui est mal dans le ménage. J'ai fait tout un livre sur leur passage. Leur passage, c'est hallucinant. Il n'y a pas 2 personnes qui font la même chose. Ça allait de 0 minutes par semaine à 7 heures par semaine dans mon échantillon, quoi. Et même quand c'est les mêmes choses qui sont repassées, c'est pas de la même manière, quoi. Tout ça est un univers de choix complètement arbitraire, quoi. Tout est possible, hein, tout est possible. Et puis on rentre dans un système qui correspond au schéma secret qu'on a inscrit en soi. Ça, face à son tas de linge, il ne faut pas se poser des questions à chaque pièce de linge. Le torchon, est-ce que je dois le repasser ? Alors vous en finissez plus, c'est la charge mentale absolue, quoi. Ça déroule parce que vous avez un automatisme, et l'automatisme, vous l'avez construit dans votre vie. Et il va vous embarquer dans un type d'existence ou en autre. Et là, les schémas secrets, du côté femme, c'est le résultat de toute une histoire. Les femmes ont été liées à l'eau
Françoise Héritier l'explique très très bien. Hein. Dans les premières sociétés, il y a deux symboliques. Du côté des femmes, c'est l'eau. Du côté des hommes, c'est le feu. On va les retrouver, ils vont faire la cuisine, mais c'est le barbecue. C'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a le feu, quoi. Et donc, ça a construit. Dès que le linge apparaît dans l'histoire, les femmes sont liées au linge, à tous les rituels et tout ça. Et aujourd'hui encore, la plupart des femmes ne touchent pas le linge comme les hommes le touchent. Les hommes peuvent rentrer dans le monde des tâches ménagères plus facilement par les machines. Et par exemple, pour le linge, ils font fonctionner le lave-linge très très bien, mais à leur manière. C'est tout dedans, programme 30 degrés, ça sort, c'est propre. Voilà. Il y a même un jeune que j'interrogeais, il dit « Je mets les baskets aussi, c'est bien, ça brasse d'ailleurs, c'est impeccable. » quoi. J'entends des réactions, je crois entendre des voix plutôt féminines dans les réactions. Quoi. Effectivement, beaucoup de femmes trient des types de linge différents. Il devait y avoir des lavages à la main, etc. Et j'avais collaboré à un sondage sur la machine à laver il y a 2-3 ans, c'est pas vieux, où on voyait que quand l'homme utilisait la machine, sa partenaire surveillait ce qu'il faisait ou allait vérifier après comment il avait utilisé. Certaines refusaient carrément qu'il l'utilise. Ça, c'est pas pour dédouaner les hommes, parce qu'en plus, il y en a plein de mauvaise volonté qui comprennent le système. Ils en rajoutent sur le coup de balai en rond ou sur le fait de faire une pile de travers et tout ça. Donc, les femmes vont reprendre en main pour créer une espèce de sérénité, c'est-à-dire être en harmonie avec leur schéma. Résultat des courses. Ça, j'ai expliqué comment c'est un mécanisme complexe, mais du coup, on est très loin de l'égalité. Et du côté féminin, c'est souvent perçu comme uniquement de la mauvaise volonté, je dirais, et un refus de participer aux tâches ménagères, ce qui crée un agacement et parfois une déception et une souffrance sur les aspects sexualité, etc. Donc il y a un contraste entre l'idée qu'on s'était fait de l'avancée de l'égalité entre hommes et femmes, le fait que, en gros, ça marchait bien, ça avançait, cette égalité, il restait plus que quelques boulons à serrer, quoi, hein, on y était presque, et puis d'un seul coup, on découvre MeToo, le fait qu'on est dans certains secteurs, dans certains types d'échanges, encore au Moyen-Âge aujourd'hui, avec des attitudes abominables, ou le procès récent, des attitudes impensables des hommes. Dans quelle société, d'où l'envie de crier, de hurler chez certaines femmes, et dans le mouvement féministe, et la nécessité de hurler et de crier pour dire « faut que ça change ». Parce qu'au niveau des mentalités, il y a presque un accord un petit peu complet aujourd'hui. Oui, il faut aller vers l'égalité complète entre les hommes et les femmes. Les hommes doivent évacuer leurs anciennes attitudes qui leur restent d'une très longue histoire et qui font qu'ils participaient à une domination et une subordination des femmes. Mais la question, c'est comment on fait ? Est-ce que l'homme est a priori un ennemi, un suppôt du patriarcat, c'est-à-dire un agent placé dans un système qui ne peut être qu'un ennemi. Et du coup, on va se battre contre les hommes, contre tous les hommes d'une certaine manière. Parce qu'en tant qu'hommes, ils sont un agent de ce système. Les spécialistes des systèmes montrent comment ils fonctionnent d'une manière dynamique. Mais là, c'est une perception statique du système. Il y a un système, des agents, et on va lutter contre. Ce qui pousse non pas une attitude radicale, parce qu'il peut falloir une attitude radicale, il faut des cris et de la colère, mais une attitude séparatiste, ce qui est très très différent, extrêmement différent. Mobilisons les femmes contre les hommes, d'une certaine manière. Et là, ça déclenche, c'est l'histoire de l'œuf ou de la poule, je ne sais pas si c'est ça qui déclenche, ou c'est la partie inverse qui déclenche la montée du masculinisme aujourd'hui, qui est l'autre séparatisme, beaucoup plus dangereux, parce que le masculinisme, il peut restaurer le système de domination masculine qui était en train de se dégrader, de se fragiliter sous les coups de boutoir du mouvement d'égalité et du mouvement démocratique. Et là, actuellement, on voit une montée très forte
Et les derniers événements aux États-Unis, avec la victoire de Trump, sont un autre élément dans ce sens-là. Une montée dans un certain nombre de pays, mais en France également, d'un masculinisme virulent. Donc, un séparatisme aux deux extrêmes, qu'on ne peut pas mettre sur le même plan, parce que les hommes, ils avaient effectivement cette position d'un système de domination. C'est eux qui ont le plus de cheminement à faire. Mais pour moi, l'important, ce qui est essentiel, c'est que les femmes et le mouvement féministe, je sais que c'est pas facile pour le mouvement féministe, arrivent à s'allier les hommes et à différencier les hommes. Il y a des hommes qui sont prêts, même s'ils n'y arrivent pas toujours très très bien, à aller dans le sens du changement, de la réforme personnelle. Il y a ceux qui sont un peu lents, un peu mous, il faut un petit peu les pousser aux fesses. Et puis, il y a les agresseurs, il y a les masculinistes qui, alors là, il faut les dénoncer, hommes et femmes réunis. Il faut faire cette distinction pour arriver tous ensemble vers ce mouvement. Et il y a un lieu vraiment où ça se passe. C'est dans le couple, par l'amour partagé, justement. C'est un lieu, c'est pas un lieu très public, mais c'est un lieu où il peut y avoir des avancées importantes. Par exemple, dans le partage, un petit mot, et puis je m'arrête là parce que je suis très long, dans le partage des tâches ménagères, c'est pas simple, c'est une mécanique complexe, comme je l'ai dit. L'homme, des fois, croit avoir fait un effort, mais c'est fait à sa manière, c'est pas terrible. Il s'occupe des enfants pour les amener au parc, faut les habiller, il y a un pull qui traîne par terre, il le prend, il est taché au coude, c'est pas bien grave, le môme il est tout content, il pourra se rouler par terre, et il revient du parc, et sa partenaire qui dit « Mais t'es sorti et tu lui as mis ce pull-là, mais c'est la honte, quoi, c'est pas... » Alors, là, c'est tout un travail à deux. Attention, faut faire peut-être effort sur soi, pour en tout cas pas le dire comme ça, quoi, dire bah quand même, voir qu'il a fait un effort, hein, et le soutenir dans son effort pour que ça aille plus loin. C'est extrêmement subtil, ça demande des tactiques, ça demande, j'emploie dans un chapitre d'un livre un certain machiavélisme, faut parfois un certain machiavélisme dans le couple amoureux, hein, pour que ça avance mutuellement, quoi. Voilà. J'ai été très long, désolé. Non. Donc oui, en fait, revenir à ça, peut-être votre pari ou votre idée, c'est que les hommes ne forment pas un ensemble homogène et qu'on a bien une petite partie, un peu une élite, qui est clairement féministe, très engagée, très investie dans cette cause. On a une frange masculiniste à l'opposé, mais qui est aussi une frange. Et puis au milieu, on a une espèce de... Alors il y a un grand marais au milieu, oui, c'est ça. Qui est partagé entre des idées plutôt progressistes dans la tête. Si on les interroge sur leurs opinions générales, ils vont dire qu'ils sont d'accord. Sur la mise en pratique, c'est pas la même chose, quoi. Il y a un décalage, mais il faut s'appuyer sur cette bonne volonté ou sur cette volonté théorique pour les mettre en mouvement. Ils sont, évidemment, ça les fait sortir de leur confort, ça leur demande des efforts. C'est pas simple du tout, mais c'est un marais qui n'est pas hostile par principe. Vous parlez en fait du confort, des habitudes inégalitaires que peuvent avoir les hommes. Mais c'est intéressant parce que ça n'est pas une vision en fait où les hommes, enfin ça rompt avec cette vision que les hommes seraient encore sur un schéma de domination très affirmé, très viriliste. Là où c'est compliqué, il y a un confort des habitudes inégalitaires chez les hommes, mais il y a un confort des habitudes inégalitaires dans le couple. Le couple est une machinerie à fabriquer de l'inégalité. Alors ça paraît compliqué à comprendre parce que en même temps, on cherche si on a des atomes crochus dans la rencontre, ça marche mieux si on en trouve quelques-uns. Et ensuite, je l'ai dit, on va unifier ces identités tous les jours. Dans le petit monde d'amour qu'on va construire, on va construire une culture commune. Donc, notamment dans la critique gentille des amis et de la famille, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On va essayer de parler politique, par exemple. Si on est d'accord ou si on a un tout petit désaccord, c'est très très bien.
si on constate qu'on a un gros désaccord, on va arrêter de parler de politique dans le couple. C'est pas le lieu forcément du plus grand débat démocratique. Parce qu'il y a plus important, c'est construire une culture commune, et notamment dans des projets, le projet éducatif vis-à-vis de l'enfant, projet de vacances, projet d'acquisition et tout ça. On va fabriquer ensemble ce monde nouveau qui entraîne des identités qui sont dans une culture commune, même dans des petits détails, même des choses qui apparaissent un petit peu biologiques, par exemple les goûts. On aime ceci ou on aime cela. Avec le couple, les goûts vont évoluer. On croyait détester les épinards, enfin j'ai rien contre les épinards, ou les brocolis, ce que vous voulez, parce qu'on avait eu une mauvaise expérience à la cantine et on tombe sur un partenaire ou une partenaire conjugale qui adore ça, puis finalement on va goûter un petit peu, puis on se dit, oh, bah, tiens, c'est mangeable, et c'est même pas mauvais. Finalement. Et par amour, on va tomber dans le monde des épinards. Quoi, donc on est transformé et unifié conjugalement par la vie commune. On dit, bon, bah, là, on s'unifie. Et vous parlez de construction de contraires. Oui, parce qu'il y a un intérêt dans le couple, c'est qu'on unifie la personnalité autour d'un rôle. La personne qui vit seule, par exemple. J'ai fait une enquête sur la peur. Une enquête qui a complètement foiré. Elle était centrée sur la porte d'entrée. Donc je me disais, dans toutes les civilisations, il y a eu une symbolique de la porte d'entrée. Donc dans celle d'aujourd'hui, il y en a une de la porte d'entrée du petit monde domestique. Et je posais plein de questions aux gens sur leur porte d'entrée, leur verrou et tout ça. Alors, du coup, ça ne crée pas une relation de confiance, donc ça avait raté complètement. Mais il m'était resté quand même de cette enquête des éléments très très intéressants. Il y avait notamment ceci. Avant l'entrée en couple, il y en avait un qui était un petit peu plus peureux que l'autre. Après l'entrée en couple, celui qui était un peu plus peureux était devenu beaucoup plus, et celui qui était un peu moins était devenu beaucoup moins. Quand on vit seul, on joue les deux rôles. Le rôle de la sécurité, est-ce que j'ai bien fermé la porte? Est-ce que j'ai pris toutes les assurances? Je secoue 10 fois la poignée, même si ça ne sert à rien, pour bien vérifier que la porte est fermée, etc. Et puis en même temps, l'autre attitude, je ne peux pas tout le temps me poser des questions comme ça, sinon la vie devient un enfer. Il faut aussi savoir vivre plus positivement. Et du coup, dans le rôle, on va dispatcher. Il va y avoir le gardien des risques et puis l'idéologue de la décontraction. Dans la plupart des couples, aujourd'hui, c'est l'homme qui est du côté de l'idéologie de la décontraction. Ce qui est plus facile à vivre, il va devenir le joyeux luron de la famille, il va jouer avec les enfants, il a le contact avec les enfants, ça s'est développé, mais du côté un petit peu ludique. Ça peut être un des éléments qui agace le plus la femme, d'ailleurs. De voir que l'homme est une espèce d'enfant supplémentaire. Et du coup, elle va tordre le bâton dans l'autre sens sur la prise en charge du risque et des responsabilités. C'est très étonnant de voir le glissement de la position d'autorité dans les couples et les familles aujourd'hui. La position d'autorité, autrefois, était tenue par le père, le pater familias, c'était la colonne ouvrière du patriarcat. D'ailleurs, il déléguait un peu cette autorité, mais c'était lui qui faisait peur. Aujourd'hui, il en reste quelques traces, mais de manière très, très extrêmement lointaine. Par exemple, quand la maman dit au môme « Ah, si tu continues, je vais le dire à ton père ». Et le môme qui arrête, parce que papa, il ne fait pas peur du tout. C'est maman plutôt qui fait peur. C'est très étonnant sur le suivi scolaire, par exemple. Ça, c'est une tâche que les hommes, c'est pas comme il n'y a pas l'historique du linge, donc les hommes auraient pu assurer le suivi scolaire beaucoup plus qu'ils ne le font actuellement. Or, c'est très faible aussi, le suivi scolaire, parce qu'ils le font d'une manière ludique, quoi. Ils rigolent avec les enfants, ils insistent pas trop. Et la mère qui a intériorisé très fort la réussite scolaire et le suivi scolaire ne délègue pas, du coup, préfère prendre en charge ce suivi scolaire parce qu'il est mal fait par les pères. Alors, simplement pour expliquer qu'il y a un jeu de rôle sur tous les aspects. J'ai pris l'exemple de la peur, on pourrait en prendre plein d'autres. Comme ça, il y a un jeu de rôle normalement complémentaire qui s'installe dans le couple. Mais du coup, qui est une vraie machinerie
à réactiver les inégalités, notamment dans le partage des tâches ménagères. Donc c'est pas simple du tout, et on le voit très bien d'ailleurs en prenant l'exemple des couples homosexuels, où cette inégalité de partage et ce jeu de rôle, il y a un jeu de rôle qui s'installe également d'une manière très très nette. C'est le fonctionnement du couple, parce qu'il donne ce confort psychologique de rentrer dans un rôle plus cohérent. L'autre étant dans l'autre rôle qui est complémentaire au sien. Mais du coup, ça génère beaucoup plus facilement de l'inégalité. Avant de finir, peut-être qu'on peut refaire un petit focus sur votre définition de l'homme reconstruit, finalement. Comment est-ce qu'on pourrait présenter cet homme reconstruit ? C'est mon éditeur. Ah. Non, c'est pas lui qui est déconstruit, mais le titre, c'est lui, quoi. Mon titre, c'était pas ça. Mon titre, c'était l'utopie du sujet. C'est la société. C'est cette utopie extraordinaire dans laquelle on est entraîné, c'est-à-dire le sujet qui pèse plus lourd que tout, qui peut s'inventer totalement, y compris du côté de l'identité de genre. Utopie, comme toutes les utopies, qui est à la fois extraordinaire, émancipatrice, mais pas toujours facile à faire rentrer dans le concret des choses. D'où des résistances énormes et la société qui se divise en deux aujourd'hui. Une moitié de la société, notamment dans la jeunesse, chez les plus diplômés, dans les grandes villes, des sociétés démocratiques occidentales, qui sont entraînées par cette utopie et qui la suivent. Et il y a une moitié du monde qui entre en résistance et en révolte contre, et on en a des exemples multiples dans la géopolitique actuellement. Il y a une crispation parce qu'il y a un désarroi, une perte de repères dans les milieux les plus populaires notamment. D'où la question, est-ce que cette utopie peut poursuivre, avancer toute seule sans un minimum de régulation ? Est-ce que ce mouvement un petit peu anarchique ne risque pas de provoquer des catastrophes ? Quand on constate que le modèle démocratique aujourd'hui est devenu minoritaire sur la planète, nettement minoritaire, et il est en baisse rapide et accélérée. Et la démocratie, c'est pas qu'un système politique, c'est la liberté des personnes. On est dans ce moment que nous sommes en train de vivre. Donc c'était ça mon titre, mais ça faisait trop intello. Donc j'avais un autre aspect du livre, parce que pour expliquer ça, j'étais parti de la phrase de Sandrine Rousseau sur son partenaire qui était un homme déconstruit. Donc j'ai repris toute l'historique de la déconstruction, notamment dans les années 70, sur l'homme déconstruit, qui est au cœur de cette modernité tardive, c'est-à-dire non seulement l'homme du patriarcat déconstruit, l'homme avec un petit H, mais l'homme avec un grand H, c'est-à-dire véritablement tout ce processus historique de déconstruction. Mais il m'a dit, mais c'est pas positif. Et donc on vous propose quelque chose de plus positif qui est l'homme reconstruit. J'ai dit bon, c'est pas la même chose, quoi. Hein. C'est pas la même chose, mais bon, je suis un mec peut-être trop sympa et tout ça. Donc j'ai accepté et puis j'ai réécrit quelques phrases à la fin en trouvant un fil, c'est-à-dire qu'effectivement l'homme se déconstruit, l'homme agent du patriarcat, et il doit se reconstruire, mais se reconstruire dans le bon sens pour éviter le masculinisme. Donc j'ai accepté ce titre, mais qui était sur un aspect du livre qui avait une ambition de départ qui était un peu différente et plus large. Ça crée un livre un peu composite, du coup, mais un auteur ne maîtrise pas toujours déjà son propre écrit. Déjà moi-même, dans le cours de l'écriture, j'ai un petit peu évolué. Et puis en plus, dans les échanges avec mon éditeur, c'est très très compliqué les échanges avec l'éditeur. Il y avait mon éditeur qui m'a soutenu jusqu'au bout, et puis le nouveau chef de l'édition, qui était plus un financier, qui a fini par licencier mon éditeur suite à la publication du livre. Bon, c'est des fois... donc moi j'ai un petit regret sur le titre et comment ça s'est passé, mais il y a des regrets bien pires pour mon éditeur, quoi. Bon, je ferme cette parenthèse. Mais il y avait quand même un processus de reconstruction, enfin ce qu'on a vu tout à l'heure. Du coup, je regrette pas, du coup, c'est un titre différent, mais effectivement, c'est tout à fait essentiel, parce que, et là encore, c'est extrêmement important. Oui, il faut déconstruire les anciennes structures de la masculinité,
était liée à la domination, au non-respect des femmes, à l'agressivité. Il faut continuer à les déconstruire. Mais surtout, en même temps, il faut aider à reconstruire. Parce que si on n'aide pas à reconstruire, on laisse libre ouvert le masculinisme. Et c'est encore demander ça aux femmes. Oui, c'est ça. Je comprends que ça énerve les féministes, mais il faut qu'elles aident les hommes à se construire dans le bon sens, quoi. Oui, c'est l'argument qui vous est couramment opposé en disant encore aux femmes de faire changer. Encore aux femmes de faire quelque chose. Oui, bien, oui. Comme si les hommes ne pouvaient pas se prendre en main pour changer par eux-mêmes. Oui, mais si on laisse faire comme ça, ça va pas évoluer dans le. À mon avis, actuellement, ça n'évolue pas dans le bon sens. Il y a cette scission, les deux blocs sociaux dont j'ai parlé, utopie du sujet et puis mouvement réactionnaire, qui se développe, mais coupure également, amorce d'une coupure entre les hommes et les femmes. Amorce d'une coupure entre les hommes et les femmes qu'on ne voit pas encore à l'œuvre dans la vie quotidienne et concrète au début. Au début du couple. Le début du couple, c'est un moment où on peut parler de manière plus ouverte, poser des revendications d'une certaine manière, en disant, moi je veux que le couple il soit comme ceci, comme cela, j'ai des exigences. Après, c'est foutu d'une certaine manière. Il y a le poids faut pas employer le mot routine, mais des structures de vie qui se sont installées, qui est énorme. Donc c'est très bien, notamment par exemple sur le consentement aujourd'hui, il y a une capacité, une liberté de parole chez les jeunes qui est nouvelle et qui est extrêmement importante. Mais comment dire, c'est pas des parenthèses, c'est plus que ça. Le couple ne peut se créer que dans l'amour partagé. Et là, du coup, il faut aller au-delà de soi et de ses revendications. C'est là que c'est très, très compliqué. Il faut essayer de naviguer entre deux niveaux, quoi. Des demandes, des revendications, de la communication, mais en même temps, cette logique amoureuse. Sinon ça casse très vite. Et on se retrouve seul et malheureux, tout simplement. Il ne faut pas oublier que l'amour peut nous entraîner dans des structures conjugales où on va souffrir, ça c'est tout à fait vrai, où on va se trouver piégé, mais c'est l'amour qui nous sauve aujourd'hui. De cette société cynique qui a un fonctionnement qui fonctionne à l'envers complètement, qui ne fonctionne pas sur la base de valeurs humanistes, etc. C'est l'amour qui nous sauve. Donc il faut fonctionner un peu à un double niveau cognitif. L'essentiel, c'est de lâcher la bride, lâcher les amarres pour être entraîné dans le mouvement amoureux. Et en même temps, regarder un petit regard critique sur ce qui se passe, parce que si ça évolue mal, bien sûr, il faut savoir interrompre le mouvement et briser la magie amoureuse s'il le faut.